Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Je reviens de Russie. Oubliez, je me réactive. Ça, c'est chaud. Bon, Régis Sommier commence déjà. Oui, vous revenez de Russie, justement, vous allez sans doute, ça va sans doute être le thème de votre édito. Oui, alors en fait, j'ai pas vraiment fait d'édito ce matin. Pour changer, je vais plutôt vous raconter un petit peu ce que j'ai vu là-bas, parce que ce qui est très intéressant d'abord où j'étais, peut-être que certains des auditeurs ont suivi, puisque j'ai posté pas mal sur Instagram, également sur Twitter pendant ce séjour. Séjour particulier parce qu'il s'est déroulé au moment où Joe Biden a décidé d'autoriser les Ukrainiens à utiliser les missiles à longue portée. Donc ça a substantiellement attiré l'attention justement sur l'endroit particulièrement où nous étions. Donc avec Charles d'Anjou et Julie Perron pour réaliser un documentaire pour Omerta qui sortira donc bientôt. Voilà, on a passé en fait, on était avec une unité de dronistes, c'est-à-dire des soldats dédiés justement, des petits commandos de soldats sur le front de Koursk. Donc encore un côté particulier parce que le front de Koursk, eh bien, il s'agit d'un front en Russie. Ce n'est pas comme dans le Donbass ou à Zaporozhye ou à Kupiansk. On est sur le territoire de Russie après l'incursion des Ukrainiens, faut le rappeler, qui a eu lieu le 6 août dernier. Et donc ce qui était intéressant, parce que certains combattants dans les unités de volontaires, il y a beaucoup d'unités de volontaires dans l'armée russe, ont repris du service ou n'étaient pas soldats avant, mais ou avaient une vieille expérience de soldats et se sont réengagés parce que le sol de la Russie, ils considèrent que le sol de la Russie est envahi par un pays et que c'était pas arrivé depuis 1941. Donc il y a toujours cette présence ukrainienne dont les Russes arrivent peinent à se débarrasser. Donc nous avons suivi cette unité. Très intéressant. Premier enseignement. D'abord, aujourd'hui, la guerre des drones, on en a beaucoup parlé, on en parle souvent de façon théorique, on voit souvent sur les réseaux des vidéos de drones en train de percuter des véhicules blindés. C'est devenu effectivement une sorte de manière de regarder la guerre. Certains se délectent d'ailleurs de ce genre de vidéos, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'aime oublier que dans un blindé, quand un blindé explose, c'est un cimetière, hein, il y a des gens dedans. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est la façon dont tout ça s'ordonne, la façon dont on fait la guerre quand on est droniste. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas du tout des soldats ordinaires, c'est-à-dire ce sont pas des fantassins avec qui j'avais l'habitude de me retrouver sur le front, ou des tankistes, ou des gens dans l'arme blindée. Là, on est face à des gens qui ont une expertise issue des réseaux sociaux, enfin pas des réseaux sociaux, mais plutôt du monde des gamers au départ. C'est très intéressant parce que ce sont des petits génies de l'informatique qui sont capables de bricoler ce sont des experts en ondes, en fréquences en fait, parce que les drones en fait sont pilotés à distance. Ils sont capables avec une antenne mise en haut d'un arbre de multiplier par 10 la distance dans laquelle ils vont projeter le drone contre leurs adversaires. Donc vous imaginez, au lieu de 2 km, vous pouvez l'envoyer à 20 km si vous avez la bonne fréquence, la bonne antenne bien installée. Donc tout ça évidemment demande une expertise. Donc ce sont des soldats différents, ils n'ont pas cette posture et cette du fantassin. Certains ont une expérience de fantassin et ont reçu une formation de droniste. Et en fait, ils fonctionnent par petits commandos qui s'infiltrent dans les forêts le plus
proche possible du front. En l'occurrence, il s'agissait du front de Soudja, le saillant de Soudja, là où Soudja étant la ville principale qui est le QG des Ukrainiens en Russie. Et l'idée, évidemment, c'est d'envoyer les drones pour percuter des cibles, trouver des cibles. Ça peut être une station-service, ça peut être des BTR, des BMP, tout ce qui est type de blindé qui est en face. Et l'idée étant de piloter au maximum le drone le mieux possible pour le faire percuter en essayant d'éviter que les drones d'en face ne viennent vous percuter. Donc c'est un jeu avec les Ukrainiens qui ont les mêmes unités et probablement le même type de soldats, c'est-à-dire c'est des soldats quand ils sont au repos, vous avez du mal à les lever avant 10 heures, ils ont plus un profil post-ado, on va dire, ils bouffent des pizzas, ils prennent du Red Bull le matin, enfin voilà, on est vraiment avec on n'est pas du tout avec le type de fantassin habituel d'homme de troupe. On est avec, en gros, ces jeunes. Et ce qui est très intéressant, et je vais terminer là-dessus, et je vous laisserai poser des questions, c'est que en fait, les drones aujourd'hui sont devenus centraux. C'est-à-dire que moi je me souviens d'avoir vu d'autres unités de dronistes, mais plutôt des unités qui étaient attachées à d'autres unités qui étaient soit de fantassins, soit d'artillerie. Donc quelque chose d'annexe, très important pour la surveillance. Là aujourd'hui, le drone est devenu central. C'est lui, un des dronistes me disait, je tue plus avec un drone qu'avec un obusier. C'est-à-dire que le drone travaille évidemment avec l'artillerie, les deux travaillent de conserve, mais aujourd'hui, par exemple, vous n'avez plus besoin de sniper. Pourquoi utiliser un sniper pour aller tuer un type alors qu'un drone, on peut en éliminer plusieurs pour un coût relativement modeste, puisque un drone FPV, c'est-à-dire les drones kamikazes, ça coûte pas très cher. On y attache une roquette RPG, même du thermobarique. Enfin bref, on peut des grenades, tout type de munitions, et on peut le projeter donc et éliminer l'adversaire comme ça. Donc la question aussi de la reconnaissance. Alors, elle est toujours importante parce que l'info humaine ne remplace pas. Mais si vous voulez, avec un drone, en envoyant un drone, vous voyez les concentrations de troupes. Vous arrivez à faire ce que vous aviez besoin d'une reconnaissance avant pour voir qui y avait. Là, maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. Et puis surtout, avec cette létalité, on va dire, du drone, le char, par exemple, qui autrefois était le souverain du champ de bataille, a perdu cette place. Il est bien souvent calfeutré dans les bois. Il sert plus d'artillerie que comme élément mobile comme il était avant. Il n'est plus du tout le souverain du champ de bataille. Et c'est un blindé traqué par les drones, harcelé par les drones, qui est obligé d'installer des tourelles au-dessus du char pour pouvoir justement se protéger de cette menace. Et donc cette menace, elle change beaucoup de choses sur le champ de bataille. Et elle fait aussi que, vous savez, on dit depuis 2 ans, les Russes progressent, mais c'est pas décisif, ils progressent, ils grignotent, ils prennent un village, ils prennent un champ, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que une des explications, c'est que les drones ne permettent pas la concentration de troupes et de blindés. Si vous voulez lancer une offensive, il faut que vous concentriez vos troupes et vos blindés à un endroit. Or, les drones les repèrent immédiatement, ils ont des capteurs calorifiques, thermiques, et donc ils vont détecter tout de suite. Et quand les Ukrainiens ont été très forts, quand les Ukrainiens ont lancé leur offensive à Koursk le 6 août dernier, ils s'étaient camouflés dans les forêts environnantes, mais les soldats étaient venus en voiture civile, certains n'avaient pas leurs uniformes, de façon justement à essayer d'éviter, et les Russes ont été pris au piège, parce que à cet endroit, il y avait, dans l'oblast de Koursk, et sur cette frontière particulièrement, on n'était pas dans une zone de guerre. Donc on était dans une zone sous administration des gardes frontières, du FSB, mais pas de l'armée. Donc si vous voulez, il n'y avait pas tous ces moyens pour observer, et donc l'Ukraine a pu amasser des troupes et, le moment voulu, déclencher son offensive. Donc ça, c'est difficile à faire aujourd'hui. Donc ça veut dire, ça explique en partie pourquoi
les mouvements de troupes sont lents, il y a assez peu de percées spectaculaires, où tout à coup, une des deux armées va prendre plusieurs centaines de kilomètres à la journée. Ça, c'est très difficile parce que l'intervention des drones, et comme je vous disais par rapport à, même au début du conflit, aujourd'hui, le drone a pris une place absolument centrale dans toute, dans toute configuration. Je vous donne juste un exemple pour terminer. L'équipe de dronistes avec qui on était avait comme mission sur la ville de Soudja, justement de maintenir les troupes ukrainiennes dans la ville de Soudja, c'est-à-dire de les frapper pour pouvoir les empêcher de descendre plus au sud, parce qu'au plus au sud, les Russes étaient en train de progresser. Donc les drones servent à maintenir, à fixer des troupes. Donc une petite équipe de dronistes peut permettre justement à une armée de progresser à un autre endroit. Vous voyez, le côté vraiment indispensable aujourd'hui, fondamental, central, de jeunes je dirais avec une expérience, de geek, qui aujourd'hui sont véritablement aux commandes de la guerre. C'est un peu Star Wars quand même, parce qu'on a l'impression qu'on va vers des guerres uniquement de drones maintenant. Alors on n'y est pas bien sûr encore, hein, mais vers cette modernisation de la guerre, est-ce qu'un jour on arrivera vraiment à une confrontation seulement de... Oui, alors pour tempérer ce que j'ai dit, comment on n'est pas encore complètement avec, par exemple, il y a un vrai problème au niveau des batteries, quand la batterie peut, notamment dans la phase finale où le drone va percuter sa cible, la batterie a tendance à se vider très très vite, ce qui fait que le drone peut tomber. Pareil sur la question des fréquences. Les Ukrainiens en face peuvent trouver la fréquence, la brouiller, et à ce moment-là, le drone est perdu. Oui, il y a encore quelques limites. Il y a des limites comme ça. Il y a des limites aussi avec la météo. Quand la météo est mauvaise, l'arme blindée reprend son avantage, son côté on va pouvoir plus utiliser les blindés. Mais quand il fait beau, dès qu'il fait beau, c'est le drone qui redevient maître. Donc, si vous voulez, il y a ces impondérables, mais progressivement, on arrive à faire voler des drones par mauvais temps, jusqu'à un certain point, je vous dis, quand grande tempête de neige, on ne peut pas. S'il pleut trop, on ne peut pas, mais avec un petit crachin, on peut. Les drones d'observation, notamment, sont ceux qui seront, on va dire, peut-être les plus résistants. Et il reste aussi la parade. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans cette guerre, c'est ce mélange de bricolage, où on met, je vous dis, une tête de roquette sur un drone, on le fait voler, on le fait percuter. Ça, c'est vraiment de l'amateurisme. C'est vraiment, on essaie de trouver le poids idéal aussi, pour que la munition ne soit pas trop lourde, et que le drone puisse l'embarquer et percuter avec. Et aussi, comment se prémunir contre les drones. Alors ça, il n'y a pas 36 solutions. Soit on a un 4x4 qui est capable de dépasser les 120 km/h, parce qu'avec une charge, le drone n'ira pas au-delà de 120. Donc sur une route toute droite, comme il y en a pas mal en Ukraine, il y a une possibilité de semer le drone. L'autre méthode un peu archaïque, c'est de freiner. Mais dans ce cas-là, on abandonne le véhicule et il est percuté par le drone. C'est-à-dire qu'on se précipite à l'extérieur. Mais la meilleure solution, et là c'est là où l'archaïsme revient, c'est le fusil du grand-père avec la chevrotine, et on tire sur le drone à l'arrière, pas avec un fusil de précision parce qu'on a toutes les chances de le louper, mais avec un fusil justement qui permet de diffuser, la chevrotine étant la munition idéale pour se débarrasser d'un drone qui vous suit. Voilà. Merci pour l'astuce. Voilà. Liselotte Dutreuil. Face à cet essor du drone dans la guerre, l'armée ukrainienne commence à s'adapter. Est-ce qu'ils revoient leur façon de faire, de riposter? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter? Les Ukrainiens, c'est même eux qui ont longtemps été leaders. Les Russes, c'est les Russes qui ont rééquilibré, mais au niveau des drones, c'est les Ukrainiens les plus forts. Et justement, les drones leur permettent de conserver un certain équilibre dans le combat qu'ils avaient perdu, par exemple, au niveau de l'artillerie. Le rapport feu en Ukraine sur le front, c'est 2 obus tirés côté ukrainien contre 8 obus tirés côté russe, parfois 1 contre 9. Voilà ce qu'on appelle le rap-feu. Donc c'est vrai qu'en termes d'artillerie, les Russes restent de façon écrasante supérieure aux Ukrainiens, et ce qui permet aux Ukrainiens de lutter et de maintenir leur front, justement, c'est l'usage des drones. Ils ont été très très ingénieux, ils avaient vraiment une longueur d'avance. Il y a 3 grosses unités de dronistes chez les Ukrainiens, notamment les oiseaux de Meidar, qui est un groupement très très efficace, qui a financé par un oligarque ukrainien, qui
qui a trouvé beaucoup de sponsors, beaucoup d'argent, et qui a justement, pareil, réussi à mettre en place ces équipes de jeunes dronistes avec des systèmes extrêmement ingénieux, très poussés, notamment dans la protection de certaines villes, ou de façon à essayer de placer un écran pour empêcher les drones russes de passer, c'est-à-dire de brouiller complètement toute une zone, ce qui reste encore aussi difficile à faire. Donc les Ukrainiens très tôt ont eu l'avantage, ils ont fait, et d'ailleurs les Russes, ça crée encore pas mal la panique chez les Russes, il y a un drone ukrainien qui sévit en général à la nuit tombée, parce que c'est un drone très gros, il peut faire jusqu'à 5 mètres de diamètre, c'est un drone qu'on appelle Baba Yaga. Baba Yaga, c'est la vieille sorcière qui fait peur aux enfants dans la mythologie slave, et c'est vraiment parmi les populations civiles, Baba Yaga, c'est la terreur, parce que avant c'était un drone agricole qui servait à l'épandage, voilà. Mais les Ukrainiens l'utilisent maintenant depuis un petit moment avec des obus de 120 mm fixés au drone qui se baladent au-dessus des maisons, et dès qu'ils détectent la présence de soldats russes dans une maison, ils lâchent ces obus, et c'est très caractéristique. C'était la première fois que j'ai vu pas mal de bombardements dans ma vie, mais là, ce qui était intéressant dans certains villages, c'est que vous avez seulement certaines maisons qui étaient occupées, qui ont été bombardées. La maison d'à côté étant intacte, des deux côtés étant intactes, juste simplement un obus qui tombe sur la maison de façon très précise. Donc ça, c'est assez nouveau. Voilà, et donc les Ukrainiens ont toujours l'avantage, ils ont des quantités de drones, et c'est ce qui leur permet globalement de tenir le coup face aux Russes. Marie Falicon. Oui, à 1000 jours du conflit, c'est vrai, on a l'impression que la Russie a une force quand même supérieure en termes de moyens, mais vous l'avez dit, les Ukrainiens résistent. Pourtant, Vladimir Poutine, il a signé donc la semaine dernière un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, et en parallèle aussi, il a proposé la suppression des dettes des soldats russes pour pousser à l'enrôlement des soldats évidemment dans l'armée. On se demande donc si finalement ils ne sont pas dans une position peut-être de faiblesse, de difficulté à recruter, et aussi à gagner face à l'Ukraine sans l'usage en tout cas de l'arme nucléaire. Personnellement, enfin, je pense pas qu'aujourd'hui la Russie soit dans une position de faiblesse. Elle est à la conquête sur tous les fronts. Il n'y a pas, je pense que je ne peux pas me souvenir du dernier village qui a été repris par les Ukrainiens, ou une victoire ukrainienne quelconque. À chaque fois, c'est que ce soit de Kupiansk à Pokrovsk, en passant par Toretsk, Chazivyar, toutes les grandes forteresses ukrainiennes, notamment du front du Donbass, sont assaillies actuellement. Les villes que je viens de vous citer seront probablement conquises par les Russes avant la fin de l'année. C'est des places fortes importantes. Ça veut dire que les Russes vont probablement pourront s'attaquer à Kramatorsk, Sloviansk, assez rapidement l'année prochaine. Donc, en termes de progression, non, les Russes progressent. L'endroit où ils progressent le moins, c'est peut-être l'endroit où on était, parce que là, les Ukrainiens ont rapatrié à nouveau des unités à valeur militaire très forte, alors que pendant un moment, ils avaient mis plutôt des unités moyennes. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que les Russes connaissent et évalue à chaque fois les durées de rotation en fait des unités pour pouvoir attaquer. Ils savent que quand par exemple ils avaient une unité de Marines très performante ukrainienne qui va être remplacée par une unité de moindre valeur, c'est là qu'ils vont commencer à attaquer quand l'unité de moindre valeur va prendre la place. Elle n'est pas tout à fait habituée au théâtre, elle vient d'arriver, et là, les Russes attaquent. Et là, ils ont des résultats. C'est-à-dire, ils jouent sur les rotations, et parfois de façon spectaculaire, parce que ça peut leur permettre, notamment après Avdiivka, sur certains villages, ils ont réussi à reconquérir, je crois, en une journée, au moins 20 kilomètres, parce qu'une unité ukrainienne faisait sa rotation avec une autre et qu'elle n'était pas encore totalement installée. Il y a une erreur de commandement et donc les Russes profitent de ça. Ça, c'est vraiment leur... Non, mais pour revenir sur la question de... Le soldat russe, il est bien payé. Alors, je ne connais pas combien est payé le soldat ukrainien, mais le soldat russe, il est relativement bien payé. Oui, il y a des mesures incitatives pour s'inscrire, enfin, s'engager dans l'armée russe, mais il n'y a pas vraiment de pénurie, il n'y a pas vraiment de problème. Et je vous dis, l'histoire de course qu'elle a galvanisé les Russes,
qui font très peu de prisonniers à Koursk. C'est même d'ailleurs un front très très dur, humainement parlant, si je puis m'exprimer ainsi. Et quand on discute avec les personnes, les vieillards qui sont restés dans les villages en limite du front, ils nous disent, nous on a un fusil, on est prêt à se battre avec l'armée russe, parce que pour eux il y va une question de la mère patrie qui est attaquée. Et ça motive les Russes encore plus. Donc ce coup d'éclat fait par Zelensky et son armée était certes spectaculaire, il était extrêmement symbolique, parce que moi j'ai été dans les villages, certains villages qui ont été reconquis, c'est des villages pauvres, avec des terres, c'est pas du tout des terres à blé autour, c'est plutôt du sous-bois, ça n'a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de minerais dans le sous-sol, toute la zone de Soudja que contrôlent les Ukrainiens n'a aucun intérêt, si ce n'est d'être un morceau de Russie conquis par l'Ukraine. Voilà. Donc au-delà du symbole, il n'y avait aucun autre intérêt, et l'Ukraine avait pour but évidemment de contrôler la centrale nucléaire de Kourtchatov, mais ils n'y sont pas parvenus parce que l'armée russe a réagi. Donc là, on est dans un contexte où, pour moi, la Russie a l'avantage. Cette guerre est perdue pour l'Ukraine, mais personne n'ose le dire. Mais pour moi, je ne vois pas comment on pourrait actuellement, en fonction des éléments sur le terrain qu'il y a, sans parler d'armes nucléaires, ni même de missiles à longue portée, puisque un certain nombre d'attaques MS ont été tirées, et de Storm Shadow, d'après mes informations et ce que j'ai pu aussi voir sur les réseaux sociaux, la plupart de ces missiles ont été neutralisés donc par la défense antiaérienne. Voilà, donc actuellement, la situation est absolument catastrophique pour l'Ukraine. Voilà, ça c'est la conclusion. Adèle Rosner. Tout à l'heure, Thierry Mariani en parlait dans sa chronique, parlait des élections présidentielles en Roumanie dont le premier tour était ce week-end. Et on a vu qu'un candidat de droite, enfin plutôt pro-russe, avait été en tête avec 22%, ce qui était assez étonnant. Et je voudrais savoir, s'il était élu, admettons qu'il soit élu, quel impact ça aurait sur l'Europe et sur l'Ukraine ? Écoutez, ça fait partie des points. Il y a eu une série. Il y a eu la Moldavie, ensuite il y a eu la Géorgie, et maintenant il y a la Roumanie. On a beau, la Moldavie, elle, est restée ancrée, on va dire, au camp européen. Ça n'a pas été le cas de la Géorgie. Et là, on s'achemine vers l'élection d'un candidat, en effet, de droite pro-russe, alors que le candidat au pouvoir socialiste est en troisième position. Oui, donc, il n'est même pas certain de passer au second tour. Ouais. C'est ça. Donc là, il y a un peu un désaveu de la part de la population roumaine, ce qui est quand même intéressant pour la Roumanie, qui a adopté une position très en pointe dans le conflit ukrainien. Ça fait partie des pays comme la Pologne ou les pays baltes qui sont les plus farouchement guerriers. Là, si la population sanctionne en élisant un pro-russe, ça veut dire qu'elle n'est pas en phase avec les décisions de ses dirigeants, ce qui est quand même très intéressant, parce que souvent dans la soupe européenne, on a l'impression que quand un dirigeant s'exprime, il exprime la volonté de son peuple, etc. Mais en réalité, non. Et cette élection en Roumanie est très intéressante, puisque c'est quand même des gens qui sont en première loge. S'il y a un conflit avec la Russie, ils ont l'Ukraine à côté, ils ont accueilli des réfugiés ukrainiens, les Hongrois également. Mais on voit que le sentiment vis-à-vis d'un affrontement généralisé avec la Russie n'est pas du tout... les gens ne sont pas du tout favorables à ça, ne sont pas du tout favorables à une escalade, et on ferait bien de prendre en compte aussi cet avis qui me paraît important. On est censé être l'Europe, c'est la démocratie. Donc là, c'est les gens qui parlent. Et visiblement, ils parlent de façon différente de Madame Ursula von der Leyen et de Monsieur Macron, qui continuent à pousser pour que la Russie ne gagne pas cette guerre. Enfin, c'est toujours une formulation, mais une formulation qui met à risque et qui fait peur aux gens, je crois. Je crois vraiment qu'on est dans un moment de cette guerre où la voix de nos dirigeants n'est plus du tout en phase avec le souhait des populations, et que les populations n'ont pas envie, elles ont
je pense pour beaucoup, le souvenir du second conflit mondial, de la Première Guerre mondiale, n'ont pas oublié ces choses qui touchaient à leurs parents, à leurs grands-parents, et n'ont pas envie de retrouver ce chaos parce que des gens ont des intérêts et sont décidés à pousser jusqu'au bout. La France, d'une certaine manière, s'apprête à prendre la voie de la belligérance. On voit de plus en plus, vous venez de le dire, le fait de pousser, le côté jusque-boutiste en tout cas dans cette guerre, avec justement des lignes rouges face à la Russie. Oui. Récemment, c'était Bernard Kouchner, donc ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, invité sur LCI au micro de Darius Rochebin, a expliqué que lui, il était pour l'envoi de troupes françaises au sol en Ukraine et donc face à la Russie. Je vais le citer, il a dit « C'est pas facile de déclencher la guerre pour son propre pays, ça veut dire que ça va coûter des sacrifices, mais il pense qu'ils sont justifiés. » Est-ce que pour vous, effectivement, aujourd'hui, la France s'apprête à envoyer des... Enfin, vous pensez qu'on est dans ce moment critique, justement, où la France pourrait prendre part directement au conflit et envoyer des jeunes Français, des troupes françaises sur le sol ukrainien? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, pour répondre à Monsieur Kouchner, qu'il y aille, lui. Enfin, je veux dire, moi j'entends beaucoup comme ça de belliqueux. Quand on est père de famille, on pense à ses enfants. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos enfants aillent se battre en Ukraine contre les Russes? Les Russes qui, et ça c'est ma deuxième réponse, sont en guerre depuis 2 ans et demi. Je vous expliquer qu'aujourd'hui ils ont fait évoluer cette guerre avec les Ukrainiens en face, puisque ces deux armées ont des similitudes et elles s'affrontent en mettant en avant effectivement les drones, en acquérant une expérience justement de ce binôme du drone-artillerie absolument exceptionnel et unique. À part l'armée russe et l'armée ukrainienne, personne au monde n'a une expérience de guerre de haute intensité faisant usage des drones, alors qu'en France, on n'a même pas encore de drone. On est en voie d'obtention d'un drone pour notre armée. Donc, vous imaginez, moi j'avais fait un documentaire sur Wagner en rencontrant des anciens de la milice qui m'expliquaient que Wagner, en tant que tel, juste cette société militaire privée, pendant son époque Bakhmout, donc son heure de gloire, on va dire, possédait 30 drones différents. C'est-à-dire, elle avait mis au point, alors des choses un peu parfois de bricolage, mais aussi des choses très élaborées en piquant des technologies aux drones d'en face. Donc, une milice, 30 drones, et l'armée française, on est encore à l'élaboration de son premier. Donc, l'expérience de combat, elle est absolument énorme. Ensuite, il y a la question de la qualité des hommes. Je ne mets absolument pas en cause la qualité de l'armée française. Je l'ai vu à l'œuvre en Afrique. J'ai fait plusieurs missions sur Barkhane, sur Takuba, au Niger, Mali, Burkina. Effectivement, l'armée française est très opérationnelle dans ce type de guerre-là, c'est-à-dire des guerres de basse intensité, des guérillas où finalement la démarche des unités s'apparente à la chasse aux djihadistes. C'est certes une menace, il s'agit de mettre en mouvement des unités de djihadistes à moto, de façon à ensuite pouvoir soit les traiter, les affronter, soit appeler la chasse à Niamey pour pouvoir les bombarder. Voilà. Si vous voulez, pendant des années, on a fait ça. Au Sahel, on a lutté contre Daesh, l'opération Chamal. On a été partie prenante de certaines guerres, mais c'était toujours le même type de guerre. Là, on est face à de la guerre de haute intensité. J'avais décrit cette guerre comme Verdun avec les drones. Donc, la vraie question, c'est que les Russes, eux, ont cette expérience de 2 ans et demi. Ils ont aussi une constitution qui fait que leurs soldats sont extrêmement résistants. Ce qui ne dit pas que la Russie peut pas faire des erreurs. Elle en a commis beaucoup pendant ce conflit. Mais si vous voulez, le soldat de base est quelqu'un qui a une habitude, une certaine rusticité, qui est habitué à se contenter de peu, à vivre avec peu de moyens, et est capable de résister des hivers entiers dans des tranchées par -15, avec des drones, avec de l'artillerie autour, à mener des offensives dans ce type de contexte, dans ce type de climat. Malheureusement, je ne crois pas que l'armée française
et cette expérience. Certaines unités, oui, des unités d'élite, mais le véritable enseignement de cette guerre, c'est que les unités d'élite, en fait, que ce soit côté russe ou côté ukrainien, elles ont été utilisées comme des fantassins. Si vous voulez, cette guerre-là, c'est un peu la fin de la sacro-sainte supériorité des forces spéciales. Parce que on n'a pas besoin de forces spéciales, en fait, dans cette guerre. Il faut des gens pour tenir les tranchées. Et le vrai enseignement que j'ai envie de, si Monsieur Barrot nous écoute, c'est est-ce qu'on a les moyens d'envoyer des gens pour tenir des tranchées ? Pour tenir des tranchées, il faut des gens rudes, il faut des gens qui soient âpres et qui soient capables de se prendre de l'artillerie. Combien on peut prendre au maximum 30 ou 40 000 hommes on peut déployer ? C'est certainement pas suffisant. Et si on déclare la conscription et qu'on envoie les jeunes Français, ce que je ne souhaite pas, combattre en Ukraine, la constitution physique du jeune Français aujourd'hui n'a rien à voir avec la constitution physique du jeune Russe. Donc constatons ça et regardons les choses avec un peu plus comment on va dire, d'humilité. Il faut trouver une solution, il faut négocier. Donald Trump a été élu aux États-Unis. Prenons cet enseignement, comprenons que les États-Unis, eux, après avoir été enquistés pendant des guerres sans fin en Afghanistan et en Irak, n'ont pas envie de continuer ces conflits-là, que la Russie ne va pas être vaincue. Regardons les choses en face et avançons. Voilà. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour ce point sur le conflit russo-ukrainien. On en parlera encore certainement la semaine prochaine parce qu'on parlait d'escalade et de bien d'autres choses qui pourraient se produire dans les prochaines semaines. Merci Régis Le Sommier, à la semaine prochaine.